Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, nous allons parcourir le monde avec notre invité, France Urtubise, qui a séjourné sur 4 continents à titre de délégué des communications de la Croix-Rouge. Travailler dans l'humanitaire, c'est un peu comme avoir une dépendance à une drogue dure. On peut difficilement s'en passer, dit-elle. Devant les iniquités, la misère, elle a éprouvé de l'indignation, mais jamais du désespoir. Partout, elle a su mettre à profit son instinct social. Bonjour France Urtubise. Bonjour Marjorie. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Vivement les femmes. Merci, je suis honorée. Merci beaucoup de l'invitation. Oui. Alors, dans l'amorce, pour vous présenter, j'ai dit, vous avez su mettre à profit votre instinct social. Déjà, j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est l'instinct social? L'instinct social, c'est le regard à l'autre, vers l'autre. Le service, le don de soi, oui, dans une certaine mesure, sans exagérer, évidemment. Je ne suis pas missionnaire, j'ai mes défauts, mais d'aller vers l'autre et non pas de se concentrer sur soi toujours. Exactement. Et d'impacter aussi la société, est-ce que... Je pense, ça? Oui. Je pense que il ne faut pas se lancer des fleurs non plus comme humanitaire, et je pense qu'on aura peut-être la chance d'en parler. On n'a qu'un petit impact lorsqu'on fait des missions humanitaires. On n'arrive pas là en disant on va changer le monde, ou bien au contraire. Je le dis également dans mon récit, ce qui est important, c'est l'espèce de collaboration que l'on a avec nos collègues locaux. On n'arrive pas comme expatriés, comme humanitaires venant de l'étranger, pensant tout changer. Et il ne faut pas faire ça non plus. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de travailler côte à côte avec les collègues locaux. Oui, oui, tout à fait. Vous le mentionnez si bien dans votre livre, alors Grandeur et dénuement, un livre paru aux éditions Somme Toute en 2022. Moi, déjà, le titre m'a tellement interpellée. Puis, je vous ai demandé, c'est Caro, mais j'aimerais ça au micro que vous dites pourquoi ce titre, Grandeur et dénuement. En fait, lorsque j'ai complété l'écriture de ce récit, je me disais, bon, comment je pourrais traduire ce que je veux dire? Ce livre-là, c'est pour moi un peu un hommage aux personnes que j'ai rencontrées sur le terrain. Oui. Comme je disais précédemment, ce n'est pas nous, les expatriés, qui font le changement. Ce sont la collaboration avec nos collègues locaux. Alors, je me disais, qui sont ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Et je me suis dit, oui, ils ont une grandeur et un dénuement. Oui. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, et je crois que ça qualifie très, très bien ces personnes que j'ai rencontrées et qui me touchent droit au cœur à chaque fois que je reprends contact avec eux, parce que j'ai gardé contact avec plusieurs d'entre eux. Oui, tout à fait. Puis vous les mettez bien en honneur dans votre livre. France, dans quel milieu vous avez grandi qui a pu vous conduire vers cette carrière en humanitaire? En fait, un milieu très simple. Ma mère était une fille de 11 enfants, dont la deuxième plus âgée. Elle venait de la campagne sur une ferme. Mon père venait d'un milieu très, très pauvre de Verdun. Mais ils avaient... souvent, quand on me pose la question, qu'est-ce que tes parents t'ont donné? Bon, j'ai grandi pas dans la grande pauvreté. On n'a jamais manqué de rien. Mais... à chaque fois qu'on posait la question, je me disais, il y avait tellement d'amour chez nous que pour moi, c'était comme... on n'avait pas besoin d'autre chose que cet amour que nos parents nous donnaient. Oui. Alors pour moi, c'est ça qui était le plus important. Puis je vais revenir probablement aux femmes qui m'ont marquée. Oui. Cette mère qui avait cette force et ce positivisme tout le temps. Malgré les épreuves qu'elle vivait dans sa vie, toujours elle était positive. Elle me disait, France, il faut être forte, il faut être positif, il faut voir la vie du bon côté.
Ah, c'est bien, c'est ça. Donc, ça vous a toujours stimulé. Ça m'a énormément stimulée, oui. Mm-hmm. Et c'est pour ça que, peut-être que je devance vos questions, et c'est pour ça que les premiers 20 ans de ma vie dans le monde du marketing et des médias ne me sied tellement pas. Mm-hmm. C'était tellement pas moi. Et à l'âge de 39 ans, j'ai réalisé, non, c'est pas moi, ça. Oui, c'est ça. Mais justement, c'était ma prochaine question, mais vous l'avez devancée si bien. Bien sûr, vous avez tout laissé pour aller dans le secteur humanitaire. Donc, alors, je continue à vous écouter. Donc, c'était à l'âge de 39 ans. C'est à l'âge de 39 ans, oui. J'étais pour une agence de pub, j'étais dans le marketing. Et presque du jour au lendemain, je me suis dit, ben non, là, je peux pas continuer comme ça. Oui. Et j'avais l'avantage, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Donc, c'était probablement beaucoup plus facile pour moi de faire ces choix drastiques. Oui. Alors oui, j'ai tout vendu, tout donné. J'ai arrêté mon travail. J'ai vendu ma voiture, mon condo. J'ai vendu mes vêtements, donné mes vêtements à des œuvres de bienveillance. Bienveillance. Oui. Et j'ai entrepris une recherche intérieure. Je me dis, bon, maintenant que j'ai arrêté tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que je me suis dit, bon, je veux pas ne rien faire, je vais faire du bénévolat. Et j'ai appelé la Croix-Rouge. Je leur ai demandé s'ils étaient prêts s'ils avaient envie d'avoir quelqu'un qui était spécialiste en communication, marketing. Je pouvais leur donner un coup de main, bénévolement. Et durant cette année, j'ai travaillé bénévolement pour la Croix-Rouge. Et là est survenu un événement tragique, le génocide au Rwanda. Oui. Et mes collègues m'ont dit, bon, ce que tu fais pour nous en ce moment ici à la Croix-Rouge canadienne, est-ce que tu serais prête à le faire sur le terrain à l'international? Et je suis partie à la frontière du Zaïre de l'époque, qui est la République démocratique du Congo, et du Rwanda, pour accueillir les journalistes qui voulaient savoir ce que la Croix-Rouge faisait sur le terrain. Alors, ça a été ma première mission. Directement au Zaïre? J'étais à la frontière, donc à Goma, à la frontière dans la région des Grands Lacs. Des Grands Lacs, OK. Ça a été votre première mission sur le terrain? Ça a été ma première mission sur le terrain. Et mission qui m'a ouvert les yeux, mission excessivement difficile, mais une mission qui m'a permis aussi de rencontrer cette belle Claudine dont je parle aussi dans mon livre. Oui. Alors, j'ai fait de merveilleuses rencontres, mais ça a été excessivement difficile, de constater la méchanceté. Oui. Oui, on va en parler. En direct. On va en parler. D'ailleurs, Claudine, je crois que vous l'avez rencontrée de nouveau à Toronto plusieurs années plus tard. En fait, elle est venue à Montréal. J'ai reçu un message LinkedIn d'elle en 2018, plus de 20 ans plus tard, 25 ans. Et elle me dit, bon, j'ai de la famille à Montréal, peut-être qu'on pourrait se voir à Montréal. Alors, elle est venue à Montréal, puis ça a été merveilleux comme retrouvaille. Je pensais pas qu'on pouvait revoir quelqu'un qui, de prime abord, n'avait pas toutes les chances de s'en sortir parce son père était décédé dans le camp de réfugiés à Goma. Sa mère habitait dans une tente dans ce camp de réfugiés. Claudine, elle était notre cuisinière à la maison à Goma où on habitait. Oui. Alors, je me suis dit, bon, il faut vraiment une force morale, une force énorme pour s'en sortir. Exactement. Et elle s'en est sortie. Ça, j'étais tellement impressionnée, mais j'ai trouvé ça tellement beau, cette force, cette résilience de Claudine. Oui, en effet, merci. Vous êtes allé en Haïti lors du tremblement de terre de 2010. Comment avez-vous vécu cette catastrophe? Très difficile. Très, très difficile et pour plusieurs raisons. Parce qu'Haïti, c'est un peu nos frères et nos sœurs, nos cousins, parce qu'on habite au Québec. Alors, les Haïtiens, il y en a partout. J'habitais à Montréal à l'époque. Donc, en face de chez moi, il y avait un bloc appartement avec plusieurs Haïtiens que je voyais, avec qui je parlais. Alors, c'était comme... Je me retrouvais dans un contexte où presque de la famille vivait une tragédie épouvantable. Et quand je suis arrivée là, évidemment, ma première mission ne fut pas avec la Croix-Rouge, ça a été avec les Nations unies. Okay. Et j'ai trouvé excessivement difficile de constater de quelle façon les Nations unies
gérait une catastrophe, surtout dans un pays comme Haïti. Et je m'explique. Haïti, c'est un pays où la langue est le créole et le français. Bon, il y a un tout petit peu d'anglophone, mais peu. Oui. Et les Nations Unies avaient un immense poste. Oui, tout à fait. Ils sont bien présents. Bien pris, tout à fait. Et ils n'ont pas vraiment travaillé avec la communauté locale. Ils ont un peu imposé leur façon de faire. Bon, je ne veux pas trop les critiquer parce que quand on arrive dans un contexte de tremblement de terre où tout doit être fait rapidement. On a tendance à imposer des mesures. Mais je trouvais ça triste de constater qu'on impliquait tellement peu la communauté et tout se faisait en anglais. Oui. Alors que les collègues haïtiens, souvent, ne savaient pas ce qui se passait, ne savaient pas quelles mesures allaient être prises dans les médias et dans les jours, les semaines qui viennent. Alors ça m'a un petit peu déstabilisée et c'est pour ça que je ne suis pas restée pour les Nations Unies. Je suis retournée à la Croix-Rouge. Alors ça, j'ai trouvé ça difficile de constater ça. De voir cette destruction épouvantable parce que je suis pas arrivée au lendemain, je suis arrivée 3 mois après le tremblement de terre, mais on voyait encore les décombres. Les rues étaient encombrées de maisons détruites, les routes étaient impraticables. C'était d'une tristesse incroyable. J'ai trouvé ça difficile, oui. Beaucoup. En effet. Justement, à la page 150 de votre livre, Grandeur et dénuement, vous parlez de l'exemple de la cafétéria. Oui. Et étant d'origine haïtienne, j'ai tout compris le sens. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui. À ce moment-là, j'étais avec la Croix-Rouge canadienne. Oui. Donc, plutôt la Croix-Rouge internationale. Et on avait un compound, un site où tous les employés de la Croix-Rouge, tous les expatriés étaient réunis dans ce grand compound qui était en fait, pour ceux qui connaissent Haïti, c'est où l'hôtel ADN devait être construit, tout près de l'aéroport. Ce projet avait été annulé, donc la Croix-Rouge a décidé de s'implanter là, de faire son siège social. Et alors, tous les collègues haïtiens, ils étaient des centaines de collègues haïtiens. Nous, on était une centaine d'expatriés également. C'était immense, c'était très, très grand. Et c'était c'était en 2012-2013. OK. Donc, à 2-3 ans après le tremblement de terre. Donc, on était plus dans le développement, dans la construction de maisons et ainsi de suite. Et on avait une très grande cafétéria. Oui. Et moi, je gérais mes collègues haïtiens. J'étais responsable de 12 collègues haïtiens dans mon équipe de communication qui étaient mes collègues. Je n'étais pas la boss. On travaillait tous ensemble. Et j'étais surprise de constater que la plupart du temps, ils ne venaient pas manger à la cafétéria. Alors, je leur ai posé la question. En fait, non, c'est ma collègue la plus près de moi qui m'a dit, France, est-ce que tu sais qu'on ne peut pas aller manger à la cafétéria? J'ai dit non, pas du tout. Alors, elle dit, je suis allée voir le patron des expatriés, puis il m'a dit, non, ça coûte trop cher, puis de toute façon, vous avez votre propre cafétéria, donc vous devriez aller manger chez votre cafétéria, puis celle-ci, elle est pour les expatriés. Les expatriés de toute nationalité, on s'entend. Il y avait des Africains, il y avait des Sud-Américains, des Canadiens, des Américains, et j'en passe. Mais les Haïtiens avaient une autre cafétéria avec le riz, avec avec la cuisine locale. Alors que nous, on avait des tables pleines de fruits, de légumes. Il y avait de tout. Alors, non, ça n'a aucun sens. Alors, je suis allée voir le collègue en question, mais je dis non. J'aimerais, moi, inviter mes collègues, parce qu'ils ont droit, tout comme n'importe qui, de venir manger dans la grande cafétéria. Alors, il m'a expliqué que ça coûterait tellement cher si on ouvrait ça à tout le monde. J'ai dit, est-ce que vous réalisez que sans eux, on ne peut rien faire en Haïti? Sans eux? Alors, c'est resté là. Puis finalement, dans ma réflexion, je me dis, ce que vous réalisez pas, j'avais dit ça à la personne en question, c'est que peut-être que la majorité ne serait pas venue parce que se serait sentie mal à l'aise.
Mais l'important, c'était d'ouvrir à tout le monde. Exactement. C'est quoi le problème? Ouais. Alors oui, ça m'avait marqué énormément. Oui, tout à fait. Énormément. Ouais. Mais énormément déçu. Déçu, exactement. Puis en lisant votre livre, vous dites à plusieurs reprises que les héros sont ceux qui sont sur place, ceux qui restent. Ouais. Parce que ceux qui voyagent peuvent respirer ailleurs. Assurément. Ouais. Nous, on a les privilèges comme expatriés de... Je dis pas de demeurer dans des gros hôtels. La plupart du temps, on habite dans des endroits qui sont assez rudimentaires selon le pays, selon l'endroit où on est. Sauf que lorsqu'on en a assez, lorsque la pression est trop forte, on a le privilège de dire à notre employeur au Canada ou ailleurs, j'en peux plus, il faut que je sois répatriée. Oui. Ce que j'ai fait à 2 reprises. Mais nos collègues haïtiens, sarahéviens, congolais, eux n'ont pas ce choix-là. Non. Eux doivent continuer de vivre. De vivre, de se battre. Oui, de se battre, assurément. France, on a parlé du génocide du Rwanda, du tremblement de terre d'Haïti. Quels sont les différents autres types de catastrophes que vous avez couverts durant votre rôle au sein de la Croix-Rouge? En fait, j'ai aussi... je suis allée en Chine... où c'était davantage une mission de développement, une mission, pas de développement, de catastrophe, parce que durant mon séjour en Asie de l'Est, parce que je couvrais la Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Mongolie et Chine, il y a eu énormément de tremblements de terre, d'inondations et de tout type de catastrophes. Alors, ça a été très, très, très intense comme mission. Alors, j'ai aussi vécu dans des pays en guerre. Je pense notamment à Sarajevo. J'étais là lorsque la ville était assiégée. Et comme déléguée aux communications, c'est excessivement difficile parce qu'on parle beaucoup de désinformation aujourd'hui à cause de ce qui est survenu il y a quelques années. Mais la désinformation, ça existe depuis toujours. La mésinformation également, la ligne de presse également, la ligne éditoriale. Et ça, je l'ai vécu en direct à Sarajevo parce que Sarajevo était fermé complètement. Et lorsque j'étais là, c'était les plus grands journalistes américains, français et du monde qui étaient à Sarajevo, absolument, oui. Et comme la ville était assiégée, on ne voyait que le côté Sarajevo. En fait, c'était très manichéen. Il y avait les bons et il y avait les méchants. Il n'y avait aucune nuance. Et souvent, je disais aux journalistes, non, c'est pas si blanc et si noir que ça. Exactement. Ce que vous voyez maintenant, il y a des nuances, il faut le voir. Puis on refusait de le voir. Et on écrivait des articles qui étaient tellement ciblés sur ce côté tout blanc d'une population et tout noir d'une autre population. Absolument. Et ça, je l'ai constaté à maintes reprises. Et dans mon livre, j'en parle un peu de ce manque de nuances souvent que les journalistes ont de tous les temps. Oui. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose qui perdure. Assurément, oui. La Croix-Rouge, c'est ça, a plus de 160 ans d'existence. Vous le mentionnez. Vous avez parlé de sa neutralité dans les divers conflits. Comment la Croix-Rouge peut-elle rester neutre quand même à travers tout ça? C'est pas facile, mais je pense que c'est essentiel et je vais m'expliquer pourquoi. Il y a d'autres organisations qui sont présentes sur le terrain. Je pense à Amnesty International, je pense à Médecins sans frontières, Médecins du monde, les agences des Nations Unies. Plusieurs se permettent de... Je cherche le mot exact, de condamner certaines mesures, certains gouvernements qui n'agissent pas de façon juste et équitable envers la population. Et c'est tout à fait correct. Sauf qu'ils prennent le risque de se faire sortir du pays parce qu'ils prennent position exactement. Alors nous, la Croix-Rouge, on a décidé d'être neutre et impartial parce que la vie des victimes passe avant tout. Avant tout, oui. C'est évident qu'on la voit, l'injustice. Et l'injustice, on la dénonce également. La façon que la Croix-Rouge fonctionne, elle dénonce l'injustice auprès des gouvernements. Alors, que ce soit lors de la visite des détenus, que ce soit lors d'événements
totalement odieux, Oui. comme à Sarajevo, lorsque des 5-7 000 musulmans ont été tués par les Serbes de Bosnie. On l'a dénoncé. Parce qu'il vient un moment donné où la Croix-Rouge ne peut pas ne pas dénoncer publiquement, après avoir fait, évidemment, des revendications auprès des autorités. Ouais. Alors oui, on peut se permettre d'être neutre, mais c'est pas toujours facile, effectivement. Ouais, j'en doute pas. On a parlé de la neutralité de la Croix-Rouge. Maintenant, j'aimerais savoir comment un bureau de la Croix-Rouge s'installe dans un pays. Comment qu'ils arrivent? Ou bien les bureaux sont déjà existants? Comment ça se passe? On demande toujours la permission. On n'arrive jamais avec nos grands sabots dans un pays. Il faut que le pays nous invite ou bien qu'il accepte que nous offrons notre aide. Ouais. Il est arrivé à des moments où le pays avait refusé. Je pense au cas de la Chine. Si je ne me trompe pas, c'était en 1976. Il y a eu un énorme tremblement de terre et la Chine avait refusé l'aide extérieure. Okay. Alors, on n'est pas allé. Souvent, surtout le CICR, qui est le Comité international de la Croix-Rouge, qui est l'organisme de la Croix-Rouge qui est présent dans les pays en guerre, souvent, eux vont rester même si le conflit est terminé, avec l'accord des autorités. Parce qu'il est beaucoup plus facile de rester et de maintenir les contacts avec les belligérants, avec les différents groupes, que de partir et de revenir. Mais dans tous les cas, la Croix-Rouge s'invite et demande la permission pour rester. Pour rester, absolument. Ouais. Donc il y a comme un accord diplomatique aussi? Il y a un accord diplomatique, surtout avec le CICR. Le CICR est considéré comme une agence diplomatique. Oui. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est l'autre organisme du mouvement, qui est présent dans les pays de catastrophe, n'a pas ce même statut diplomatique. OK. Vous avez parlé tout à l'heure qu'à 2 reprises, vous avez demandé d'être relevé de vos fonctions. C'est arrivé pour quelle raison? Parce que j'aimerais qu'on rentre un peu au niveau de la santé mentale des gens qui travaillent à la Croix-Rouge. Pourquoi vous avez fait cette demande? Dans le premier cas, c'était lorsque j'étais en Haïti pour les Nations Unies. J'avais demandé de partir parce que, d'une part, j'acceptais pas de la façon que les Nations Unies fonctionnaient sur le terrain. D'accord. Et je trouvais difficile de continuer à travailler pour un organisme auquel je ne croyais pas. OK, je comprends. Alors ça a été les Nations Unies. Dans le deuxième cas, c'est tout à fait différent. C'était à Sarajevo. Et c'est intéressant parce que les gens vont dire, mais moi, oui, c'est évident, Sarajevo, t'étais sous les bombes, c'était épouvantable. Non, c'était pas les bombes qui m'ont le plus troublée. Parce que avant de partir pour une mission, on a un briefing à Ottawa et à Genève. Et là, on nous explique ce qui nous attend. Et je savais exactement ce qui m'attendait à Sarajevo. Je savais qu'il y aurait des bombes. Je savais que c'était une ville qui était encerclée. Je savais que la vie allait être difficile. Je savais qu'il n'y aurait pas d'eau courante. Je savais qu'on habiterait dans des conditions très précaires. Tout ça, c'était correct. On réussit à se conditionner pour arriver et de faire ce travail. Mais ce qu'on ne sait pas au départ, c'est souvent les conflits avec les supérieurs, avec les collègues locaux qui vivent du stress. Et ça, c'est souvent la goutte de trop. Et aussi la désinformation à Sarajevo, qui pour moi
mais elle était tellement inacceptable. OK. Et comme spécialiste des communications, je suis une perfectionniste. Et je trouvais ça épouvantable qu'on puisse écrire des faussetés. Oui. Alors que je voyais très bien que certaines choses étaient fausses. Alors, j'en pouvais plus. Alors, c'est là que vous avez demandé. C'est là que j'ai demandé de partir. Puis avec les collègues de travail, est-ce que il y en a qui ont eu de la difficulté? Est-ce qu'il y a beaucoup de départs souvent de la Croix-Rouge ou il y a des gens qui restent comme vous de nombreuses années? Vous avez fait presque 25 ans ou même plus que 25 ans? 25 ans, 25 ans, oui, c'est ça? Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a autant de personnes qui restent à travailler pour la Croix-Rouge? Il y a beaucoup de roulements. Oui. Beaucoup de roulements, effectivement, oui. Ça dépend des... Au CICR, le roulement est beaucoup plus élevé parce qu'on constate au CICR, c'est au Comité international de la Croix-Rouge, au départ, c'était surtout des Suisses parce que c'est un organisme suisse. Au départ, et les gens allaient là comme un peu après leurs universités, c'est un peu un genre de travail avant de faire un travail plus Oui, je comprends. Plus honorable. Oui. Alors, au CICR, on voyait beaucoup plus de roulements, alors qu'à la Fédération, les gens restent beaucoup plus longtemps. Oui. Et c'est un danger parce que vous mentionniez dans l'introduction que faire de l'humanitaire, c'est une drogue. Oui, Quand je revenais de mission, j'attendais l'appel, j'attendais qu'on me téléphone et je profitais pas de ce moment de vacances entre deux missions. J'arrivais, je disais à Pierre, mon conjoint, je dis Pierre, je suis épuisée, j'en peux plus, je vais quitter. Puis là, le lendemain, le téléphone sonnait, c'était la Croix-Rouge. Est-ce que tu es prête? Oui, je pars. Et j'étais dans une euphorie, une espèce d'adrénaline de vouloir repartir. Et j'ai des collègues qui n'étaient incapables de penser qu'ils pourraient ne plus repartir. Ah oui. Parce que c'était une espèce de cercle vicieux. Tu arrives, tu repars. Et il faut dire aussi que les expatriés, on est pris en charge. Alors, notre seule responsabilité, c'est de venir en aide ou d'apporter un soutien physique, santé ou autre aux collègues ou aux victimes des tremblements de terre ou des catastrophes ou de guerre. Alors, notre salaire est déposé, on est logé, on est nourri. Alors, on s'occupe de rien. C'est ça. Alors, pour certains, après 5, 10, 15, 20 ans, de dire, je reprends la force de ma vie, difficile. Ah ouais. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec moi, France Urtubise, ancienne déléguée aux communications pour la Croix-Rouge et autrice du livre Grandeur et dénûment et présentement à la retraite. Alors, France, page 22 de votre livre Grandeur et dénûment, vous dites « Cela dit, lorsqu'on reste trop longtemps exposé à l'innommable, tout se normalise, la violence se banalise. On devient insensible à force de vivre où l'anarchie devient le quotidien. Dans une société de la survie permanente, la recherche du bonheur demeure un acte de résistance. » J'aimerais qu'on en discute parce que moi, j'avais été chercher mes parents après peut-être 2 jours du tremblement de terre en Haïti. Et j'avais été un peu choquée de voir comment les gens pouvaient traverser les cadavres sans problème et puis regarder manger à côté d'un cadavre. Ça m'avait grandement choquée. Et quand j'ai lu cette phrase de votre livre, je me dis, j'aimerais ça en discuter avec vous. Cette banalisation que l'on peut faire de la mort, des valeurs, de tout ça.
Comment vous vivez ça? Je pense que c'est pas tant de la banalisation, et je ne peux que parler pour moi ou pour mes collègues. On a un travail à faire. On parle souvent d'empathie. C'est quoi l'empathie? C'est de se mettre dans la peau de l'autre personne. Mais il y a un risque d'être empathique. D'être empathique, ça veut dire que tu ressens la souffrance de l'autre. Mais si tu ressens la souffrance de l'autre, tu as beaucoup plus de difficultés à faire ton travail. Alors, il faut, dans la mesure du possible, de mettre une distance entre toi et la personne qui souffre. Et je dis pas de pas avoir de compassion, bien au contraire, bien au contraire. Et j'avais de mes collègues qui étaient incapables de faire ça, qui étaient d'une empathie incroyable, mais qui n'ont pas tenu le coup non plus. C'est ça. Qui ont dû partir. Alors, je pense pas que ce soit de la banalisation. C'est qu'on est là pour faire un travail, on est là pour les aider du mieux qu'on peut. Et c'est difficile de faire cet écart. Quand on revient à la maison, la plupart du temps, on doit voir un conseiller en psychologie ou un psychiatre ou une personne qui va nous aider à évacuer ce que l'on a vu, ce que l'on a ressenti. Mais non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Pas du tout. À travers votre livre, ce que je constate aussi, vous avez gardé votre grande part d'humanité. Puis vous parlez même que vous faites du yoga, de la méditation pour aller chercher sûrement pour vous ressourcer. Ça prend ça pour rester en contact avec soi? Pour moi, c'était essentiel. Je l'ai senti au tout départ. Je faisais déjà de la méditation avant de partir en mission, mais je l'ai senti encore beaucoup plus, surtout à Sarajevo. Quand les bombes tombaient et qu'on entendait l'alarme qui nous avisait que ça allait recommencer. Vraiment, je me mettais à l'intérieur de moi et je respirais et je méditais. Pour moi, c'était la seule façon de survivre à à ce que je vivais, à ce que je ressentais. D'autres personnes avaient d'autres moyens, mais pour moi, la méditation m'a énormément apporté. Énormément. Parce que au cours de ces missions aussi, vous avez côtoyé la mort de façon régulière, ou même peut-être des gens que vous avez de l'affection pour eux, puis sont décédés. Oui, je mentionne notamment à Sarajevo cette collègue qui travaillait tout près de nous, une sarajevienne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que surtout dans les pays en guerre, les collègues deviennent une grande famille. Oui, bien sûr. Parce que surtout à Sarajevo et dans d'autres pays où j'ai travaillé, on était toujours ensemble, 7 jours semaine, des très, très longues heures. Et lorsque le conflit a cessé avec l'accord de Dayton en 1995, évidemment, la plupart des expatriés sont partis. Certains sont restés, mais la grande majorité sont partis. Alors, le clan familial pour les collègues locaux s'est un peu effondré. C'est comme si la famille n'était plus là. Et cette collègue a mis fin à ses jours parce que pour elle, c'était comme « je viens de perdre ma famille ». Et c'est juste pour... je pense, je mentionne ça pour réaliser à quel point l'attachement et la force de cette famille peut avoir son côté énormément valorisant et merveilleux, autant ça peut être destructif pour les gens qui restent, mes héros. Oui, exactement. Puis, donc, est-ce que pour vous, ça prend une personnalité spéciale pour travailler dans ce genre de milieu? Est-ce qu'il y a un type de personne? Tolérance, respect. Savoir s'adapter, évidemment, à toutes les situations possibles. Mais la tolérance et le respect. Et l'écoute. Ce sont des compétences importantes pour moi, je pense. Pour faire ce genre de métier. Je pense. Votre dernière mission a eu lieu en 2018, je crois. Comment que vous vous sentez quand vous avez cessé de vivre dans l'urgence? Donc, parce qu'avant, c'était de l'urgence. Vous nous avez expliqué aussi que vous étiez en attente d'une prochaine mission. Maintenant, quand on sait que c'est sa dernière mission, comment qu'on arrête ça? Je ne savais pas que c'était ma dernière mission. D'accord. C'était à Bandaka, dans le cadre de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Et
évidemment, j'ai fait cette mission que j'ai beaucoup aimée. Je suis revenue. Et oui, je me disais, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, je ne peux pas continuer comme ça. Mais je pensais que peut-être j'allais repartir. Jusqu'à temps que le téléphone sonne. Puis là, je me suis dit, mais non, France. Je me suis fait littéralement violence. J'ai dit non, là, c'est fini. Parce que si j'accepte encore de partir, j'arrêterai jamais. Oui. Mais je viens de faire un lien, puis vous allez me dire si c'est ridicule ou pas. Vous avez commencé votre première mission à la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Et là, votre dernière mission, vous revenez au Congo. Donc, vous avez bouclé, là. J'ai bouclé la boucle, oui. Et parlant de liens, je ne sais pas si vous le réalisez. Oui. Hier, le 29 juillet 2024, ça fait 30 ans que je suis arrivée à Goma le 29 juillet 1994. Ah, wow! Et on est aujourd'hui ensemble et j'ai l'impression de vraiment boucler la boucle maintenant. Je vois. Oui. Avec l'entrevue avec vous, Marjorie. Oh, 30 ans plus tard, exactement, presque jour pour jour. Oui. Alors, 2 liens qui sont vraiment importants dans votre vie, là, dans tout ce beau parcours. Tout à fait. Wow! Alors, je vais venir dans une direction beaucoup plus personnelle. Vous avez rencontré votre conjoint au cours d'un séjour à Montréal en rentrant d'une mission. Comment avez-vous concilié? Parce qu'on voit souvent, on se dit ce sont des métiers où les gens, plus on est célibataire, mieux c'est. Mais comment vous avez concilié les deux? En fait, j'ai eu la chance parce qu'on s'est rencontrés, Pierre et moi, en 2000. Et on m'a offert cette mission. La première mission qu'on m'a offert, ça a été l'Algérie. Je ne le mentionne pas dans mon livre. C'était lors des inondations de Bab el-Oued à Alger. Et Pierre a pu venir avec moi parce que Pierre, c'est un scientifique, il peut fonctionner à distance. Alors, il est venu avec moi à Alger. Alors, il a beaucoup apprécié. Il est reparti par la suite. Et après, à mon retour d'Alger, là, on m'a offert la Chine. Et c'est là que j'ai demandé à la Croix-Rouge canadienne si Pierre pouvait venir durant toute la mission, pouvait venir en mission de conjoint. Et ça a été accepté. Alors, il m'a accompagnée pendant plus qu'une année à Beijing. Alors, ça a été relativement facile par la suite. Bon, il a moins participé, mais je ne partais pas pour de très longues périodes. Je partais pour 3 mois. Donc, c'était pas très long. Bon, pour certains, ce serait long. C'est dramatique, mais... mais non, on a pu très, très bien fonctionner avec ces distances. Surtout qu'on n'avait pas d'enfants ensemble. Et lui, il y avait déjà des filles qui étaient très grandes. D'accord. Alors, c'est surtout, je pense que les couples qui ont des enfants qui peuvent difficilement gérer ce genre de travail. On a parlé de la rencontre avec votre conjoint Pierre. Et à la page 25 de votre livre, vous dites « Peu de couples réussissent à poursuivre une relation après la fin d'une mission ». Donc, quel est le secret de la durabilité de votre couple? Je pense qu'au départ, je pense que le conjoint doit accepter que la mission, que le travail sur le terrain est excessivement important pour la personne qui le vit. Il faut qu'il y ait des relations très, très, très franches et très honnêtes. Il est clair que c'est souvent pas très facile pour le conjoint de rester alors que l'autre part. Exactement. Et quand on revient, ce qui est difficile aussi, la personne qui a vécu, je sais pas, un traumatisme, a vécu des moments très, très émouvants. C'est difficile d'en parler lorsqu'on revient parce qu'on ne peut pas trouver les mots exacts. Et la personne qui n'a pas vu ce que nous avons vu ne peut pas comprendre ce que nous avons vu. Et c'est un peu pour ça, en fait, que j'ai écrit ce récit-là, parce que lorsque je revenais de mission, j'avais d'une part un peu de difficulté à en parler. Et si j'en parlais, les gens changeaient de sujet immédiatement parce que c'était trop difficile, trop difficile ou trop loin d'eux ou
Alors, je me suis dit, bon, je vais écrire un livre. Et au départ, c'était pas pour être publié. Je l'écrivais pour partager ce que j'ai vécu avec ma famille, mes amis. Oui, oui. Et c'est après l'avoir complété que Pierre, mon mari, m'a dit, ben, pourquoi tu n'essaies pas de le publier? Ça pourrait servir à d'autres personnes qu'à la famille. Ben, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous diriez aussi que le fait que Pierre vous ait accompagné dans la mission en Chine, que ça a permis aussi après que le dialogue avec lui, il pouvait le comprendre? Non seulement ça, ça m'a énormément aidé parce qu'en Chine, je travaillais 7 jours semaine, presque 24 heures sur 24, même presque sans exagérer, parce que comme déléguée aux communications, évidemment, il y avait beaucoup de catastrophes et les journalistes partout dans le monde me téléphonaient avec les fuseaux horaires différents. Oui, bien sûr. Alors, le fuseau horaire canadien était très loin du fuseau horaire chinois. Alors, je recevais des appels durant la nuit jusqu'à temps que Pierre me dise, là, France, ton téléphone, tu le fermes. Tu le fermes à telle heure parce que là, c'est ridicule. C'est ça. Alors, le fait qu'il était là, qu'il me faisait des petits plats et cuisinait, Pierre a appris le mandarin. Il a appris à l'écrire, à le lire. Alors, quand on sortait, les communications étaient beaucoup plus faciles avec la population parce que Pierre parlait le mandarin. Il parlait, c'est ça, il a appris sur, il a appris sur le tas. Oui, tout à fait, oui. Sur le tas, oui. Je vous cite dans une entrevue que vous avez donnée au Devoir. Je parle des gens qui m'ont permis d'être la personne que je suis devenue. Qui êtes-vous devenu? Avez-vous gagné? Avez-vous perdu? Ah, j'ai tellement gagné. Ah oui. Je suis devenue la personne que j'aurais dû être au départ. OK. Avec ma sensibilité, avec mon amour des autres. Ce que je réalisais pas dans mes premiers 20 ans de monde du travail. Oui. Je pense que je suis devenue une meilleure personne grâce aux expériences que j'ai vécues sur le terrain. C'est ça. Parce que votre regard s'est ouvert sur le monde dans ce qu'il y a de plus catastrophique, de plus mauvais aussi. Oui, je suis devenue tellement plus tolérante. Il y a des fois que je constate certaines personnes qui vont d'avoir des jugements sur une personne qu'ils rencontrent dans la rue, ou une personne qui n'est pas de la même façon de fonctionner que toi. Et moi, je me dis, non, je suis désolée. On ne la connaît pas, cette personne. On ne connaît pas ça m'a aidé aussi à m'ouvrir sur les autres et de ne pas juger trop rapidement. Tout à fait. Parce que la plupart du temps, on se trompe. Oui. La plupart du temps, on se trompe. Si on avait la chance, lorsqu'on a jugé quelqu'un, de s'asseoir avec elle puis lui dire, j'ai pensé ça de toi. Oui. Est-ce que c'est vrai? On s'apercevrait que c'est tout à fait tout à fait faux. Non. Puis je vais vous raconter une belle histoire. Oui, allez-y. Puis vous êtes vous avez des parents haïtiens, donc vous allez peut-être apprécier on habitait à Montréal et on est déménagé à la campagne. On habite maintenant dans les cantons de l'Est. Et juste en face de chez nous, il y avait un immense bloc appartement avec beaucoup d'Haïtiens. Oui. Et je voyais toujours une femme avec sa fille qui sortait. On ne se parlait pas vraiment parce qu'on faisait chacun nos trucs. Et la journée d'avant, le déménagement, il restait plein de trucs. Alors, je dis, Pierre, au lieu de les mettre sur Kijiji ou Marketplace, peut-être que ces gens-là ont besoin de nos trucs, on pourrait leur donner. Ben oui. Alors, je dis à cette dame, est-ce que vous avez besoin de meubles, de choses? Elle dit, oui, on n'a pas grand-chose. Alors, elle est venue le chercher. Et le lendemain, les déménageurs sont venus pour apporter tous nos trucs dans le camion. Oui. Et on connaissait des gens sur la rue, des gens nous disaient, bye. Puis cette dame-là, elle est sortie en courant, elle m'a fait un énorme câlin. Puis Pierre a dit, tu vois, on a porté à juger certaines personnes. C'est ça. Ce sont eux qui sont les plus chaleureux, les plus belles personnes. Alors ça m'a tellement émue. Oui. Beaucoup. Ben, c'est bien. Ben, merci d'avoir partagé ça. Et puis, dans votre livre aussi, vous étiez à un endroit tout à fait spécial lorsque on vous a suggéré d'écrire. J'aimerais ça que vous en parlez. La première personne qui vous a... Oui, tout à fait. Je ne le mentionne pas dans mon livre. Pour moi, je pensais que c'était tout à fait évident, que tout le monde le reconnaîtrait. Oui. Je revenais d'Haïti. Et je suis à l'aéroport. On se retrouve tous les deux. On avait tous les deux partis de Port-au-Prince. On se retrouve à l'aéroport de Fort Lauderdale en direction de Montréal. Et je suis assise en train de lire. Et lui est en face de moi en train de lire un livre. Ouais. Alors, il lève les yeux. Puis il me dit, oui, vous faites quoi? Je me souviens pas des termes exacts. Et on a commencé à parler. Puis là, je lui disais que je faisais des missions depuis plusieurs années. Puis il dit, vous avez sûrement écrit un livre. Je dis, non. Non, je n'ai pas écrit de livre. Je pense pas que je vais en écrire parce que je pense qu'il y en a assez de gens qui ont écrit des livres. Ah, il dit, non. Il dit, vous seul
avez vécu ce que vous avez vécu, il faut écrire ce que vous avez vécu. Ouais. Alors, cette merveilleuse personne, Dany Laferrière, je vais le mentionner parce que il m'a... Puis je l'ai vu par la suite, puis je lui avais donné mon livre, puis je lui avais dit merci beaucoup de m'avoir conseillé d'écrire parce que ça a été pour moi... Ça a été un catharsis. Ça m'a aidé à parler, à me libérer de tout ce que j'avais vécu. Oui. Et deuxièmement, ça m'a permis aussi de mettre de l'avant ces personnes que j'ai rencontrées. Alors voilà. Et puis, j'aimerais savoir maintenant, France, en 25 ans, au niveau humanitaire, quelles sont les valeurs profondes qui ont été peut-être modifiées ou vous avez acquis d'autres valeurs durant tout ce parcours de 25 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, que vous avez envie de dire? Comme je le disais précédemment, je pense que le respect et la tolérance ont été beaucoup plus d'emphase dans mon cœur, dans ma vie. C'est ce que maintenant vous direz que ce que vous avez... Je pense que oui. Gardé, et puis qui vous, jusqu'à présent, qui vous nourrit comme... Absolument, absolument. De ne pas juger. Alors qu'avant, peut-être que je jugeais comme tout le monde. Mais maintenant, je m'abstiens de juger quelqu'un sans le connaître, et même encore. Et si quelqu'un, maintenant, une femme, voudrait se lancer dans cette voie, à travailler au niveau international, de façon humanitaire, qu'est-ce que vous lui diriez? D'une part, de lire mon livre. Oui, c'est la première chose à faire. C'est vrai, oui. De ne pas mettre l'humanitaire sur un piédestal. De ne jamais oublier qui sont les véritables héros. Ce sont les collègues sur le terrain. Et qu'on doit travailler côte à côte avec eux. Sans eux, on ne peut pas faire correctement notre travail. On a parlé de plusieurs missions. Maintenant, j'aimerais savoir quelle mission vous a le plus marqué. Il y en a plusieurs pour différentes raisons. Absolument. Évidemment, l'Afrique en général. Oui. L'Afrique en général, la République démocratique du Congo, parce qu'évidemment, ça a été la première. Ça a été un peu un bain de connaissances. Qui m'a ouvert à plein de choses, qui m'a permis de rencontrer Claudine, que je salue si elle m'écoute. Ensuite, ma première mission avec le CICR, qui a été Sarajevo, mission de guerre, et j'ai constaté à quel point c'était difficile d'être délégué aux communications pour le CICR, parce qu'on ne peut pas tout dire. Il y a beaucoup de diplomatie dans cet organisme pour protéger et notre neutralité, mais aussi pour protéger les personnes qui sont sur le terrain. Donc, on ne peut pas tout dire et ça, c'est difficile. Souvent, les journalistes nous pressent pour divulguer certaines informations que l'on ne peut pas divulguer, donc on doit expliquer tout le temps pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on garde scellées certaines informations qui risqueraient de mettre la mission en péril, voire être obligé d'évacuer. Troisièmement, Haïti. Pourquoi Haïti? Pas parce que vous êtes devant moi. J'ai fait quoi? 6-7 missions en Haïti. Et à chaque fois qu'on me proposait d'y retourner, c'était toujours avec plaisir que j'y allais, parce que j'avais l'impression d'être chez nous, point à la ligne. Dans ma petite île, puis j'avais le privilège d'être à Jacmel. Donc Jacmel, c'est pas Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est plus fou, c'est plus... Il y a beaucoup de monde, mais Jacmel, c'est un petit paradis. Puis il y a tellement de beaux projets qui ont été faits, et je continue sur ces projets qui ont été faits en Haïti, à Jacmel. Souvent, les journalistes viennent me voir puis me disent « OK, explique-nous pourquoi on devrait parler en bien d'Haïti. » Alors, je leur dis, il y a plein de choses qu'on peut dire en bien, notamment tout ce que la population
fait dans les communautés. Ouais. Il y a des projets qui ont été développés qui mériteraient qu'on en parle, qui mériteraient toute la publicité autour d'eux. Peu de temps, on le faisait. Et ça m'horripilait, parce que je me disais, c'est pas correct de ne pas en parler, parce que c'est un manque de respect pour tous ces gens qui travaillent fort de s'en sortir. Tout à fait, exactement. Évidemment, je leur dis, évidemment qu'Haïti, il y a de la corruption. Évidemment, on le cache pas. J'étais toujours d'une transparence. Mais essayez d'être nuancé, comme je revenais tout le temps. Nuancé, il y a des belles choses qui se font en Haïti. Parlez-en. C'est ça, oui. Parlez-en, ne serait-ce que pour eux qui travaillent fort. Oui, c'est ça. Et puis pour l'image aussi, de savoir qu'avec tout ça, malgré ça, il y a quand même des gens, des citoyennes qui se positionnent pour changer quelque chose. Puis il y en a plein. Oui, tout à fait. Puis est-ce que à un moment ou l'autre de vos missions, vous êtes senti en danger physiquement? Oui, entre autres, à Goma. À Goma, la première mission, j'ai... une journée, j'en avais assez. Alors, je demande à mon chauffeur, viens, amène-moi au bord du lac Kivu, qui est un merveilleux lac où les Belges avaient des maisons somptueuses à une autre époque, lorsque c'était une colonie belge. Colonie belge, c'est ça, tout à fait. Alors, on arrive là-bas, puis bon, je débarque de la voiture, je prends mon appareil photo, il y a une magnifique barque sur le lac, et je m'apprête à prendre une photo. Et là, Manu, de façon tout à fait rapide, je sens quelque chose sur ma tempe et je me retourne. C'était un enfant soldat qui tenait une Kalachnikov directement sur ma tempe. Oh là là, ouais. Ça a duré 10 secondes peut-être, 5 secondes, 7 secondes, mais j'ai eu l'impression que ça avait duré une éternité. Ben oui, bien sûr. Et là, il me dit, bon, t'as pas le droit de prendre de photos. Puis je voyais qu'il était drogué, qu'il avait... Puis il était jeune, c'est un enfant soldat, il avait quoi? 14, 16 ans, c'était un enfant. Puis je voyais qu'il me méprisait, là, c'est clair. Là. J'étais une femme, puis j'étais une expatriée, bien puis je voulais... Alors, j'ai dit, écoute, je te donne mon appareil photo, tu le prends, c'est vrai que je n'avais pas le droit, je m'excuse, blablabla. Et je l'ai un peu déstabilisé en lui donnant ça. Là, il s'est retiré, enlevé sa Kalachnikov. Oui. Et il est parti en riant. Alors, ça s'est terminé comme ça. On aurait pu être chaque personne, c'est intéressant la question que vous me posez, parce que souvent, je fais un parallèle avec les femmes qui vivent des périodes de viol. Oui. Et souvent, on leur dit, mais pourquoi tu n'es pas partie? Pourquoi tu es restée là? Il y a différents types de réactions que l'on a. Il y a des gens qui figent. Exactement. Je fige. Oui. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on posait la question à ces femmes-là, pourquoi vous n'êtes pas partie? J'ai figé. C'est ça. Quand on fige devant un événement qui est épouvantable, on n'arrive pas à bouger. Il y en a d'autres qui vont crier, puis il y en a qui vont partir. C'est ça. C'est trois formes de réaction. Mais moi, je sais que je fige. Je suis incapable de bouger. Donc, à ce moment-là, vous avez figé. J'ai figé, tout à fait. J'ai attendu que ça passe. Peut-être c'est ce qui vous a sauvé aussi. Peut-être. Peut-être. Alors, maintenant, si je vous demandais quelles sont les femmes qui vous ont inspiré en étant dans notre émission Vivement les femmes? En fait, il y en a quelques-unes. J'ai parlé de ma mère précédemment, puis je ne le répéterai pas. C'est la première. La deuxième, Simone Veil. Ah oui? Simone Veil, par sa force, sa résilience... je suis allée voir un documentaire qui est passé au cinéma l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais trop. Et lorsqu'elle était au Parlement français, à quel point, en tant que femme, elle était méprisée des hommes. Oui. Et ce qu'elle a vécu aussi dans un camp de concentration, elle s'en est sortie. Ça, j'ai trouvé ça absolument exemplaire de cette femme-là. Une autre femme, Simone de Beauvoir, on dit toujours, on reprend toujours cette phrase, on ne naît pas femme, on le devient. Et moi qui ai travaillé dans un monde d'hommes, il fallait toujours que je prenne ma place, tout le temps. Alors que pour un homme, leur place, c'est évident, elle est là. Alors que nous, les femmes, on doit toujours se justifier. On est bonne quand même. Écoutez-nous, on va prendre notre place. Et la troisième, c'est davantage pour l'écriture. Gabrielle Roy. Son écriture que je trouvais simple et complexe, mais tellement accessible. Alors, j'ai une très, très grande admiration pour ces femmes, pour des
Des raisons différentes. Des raisons différentes. Oui. Ouais. Mais sur ces mots, on termine l'émission. Triste! On aurait tant à se dire encore sur ce parcours incroyable de 25 ans au niveau humanitaire. Donc, merci à vous, France Urtubise. Merci d'avoir autant contribué aussi à notre société, parce que faire un travail comme ça, c'est une grande contribution. Alors, je vous souhaite une belle continuation. Maintenant dans la retraite, à la retraite. Maintenant dans le jardinage à la campagne. Super. Oui, les mains dans la terre. Voilà, donc une nouvelle vie. Donc, je rappelle que mon invitée est France Urtubise, ancienne déléguée aux communications pour la Croix-Rouge et autrice du livre Grandeur et dénouement, que je vous conseille de lire. Et voilà, présentement à la retraite, à faire du jardinage. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un super beau rendez-vous la semaine prochaine.